Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Vous allez pouvoir suivre en direct sur Monaco Info la conférence du gouvernement princier. Conférence du mois de mars en présence bien sûr du ministre d'État Michel Roger et de ses conseillers de gouvernement. Plusieurs thèmes vont être abordés comme par exemple le conseil scientifique pour l'attractivité. Nous parlerons de la résidence acquiétoudinée mais aussi de l'exécution du budget 2012. Cette séance va débuter dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour cette conférence mensuelle du gouvernement. Nous vous proposons 3 sujets aujourd'hui, avant l'échange traditionnel de questions. Le premier sujet que j'aborderai, c'est celui des travaux du Conseil stratégique pour l'attractivité et du nouveau magazine qui est dans vos pochettes et que je vous présenterai. Ensuite, M. Valéry fera le point 2 ans après son ouverture de la résidence acquiétoudinée. Et puis enfin, M. Piccinini parlera budget et de la clôture prévisionnelle de l'exercice 2011. Vous savez que malgré la crise de la zone euro, malgré l'évolution négative du compte de partage, nous avons réussi à contenir le déficit à un niveau légèrement inférieur à celui de l'année 2010. Commençons, si vous voulez, par le Conseil stratégique pour l'attractivité. Vous vous souvenez que dans le cadre de la feuille de route donnée par le souverain à son gouvernement en juillet 2010, le souverain a installé, il y a 1 an à peu près, un Conseil stratégique pour l'attractivité, composé d'une 40aine de personnes, moitié monégasques, moitié résidents étrangers de la principauté. Ce conseil stratégique, qui est placé sous la présidence du ministre et la vice-présidence, si on peut dire, du conseiller pour les finances et l'économie, a commencé ses travaux et vous vous souvenez que le 8 février dernier, après 4 mois de travail, les 5 commissions du Conseil stratégique, dont vous avez la liste dans les dossiers, ont présenté devant vous et devant la presse les propositions qu'ils adressaient au gouvernement. Le 20 mars dernier, le gouvernement a tenu une réunion de travail avec le Conseil stratégique pour présenter au Conseil ses premières réponses à ces propositions. Et c'est de ces réponses que je voudrais vous entretenir maintenant. Le gouvernement a repris positivement et immédiatement 5 propositions du Conseil stratégique. Les autres vont faire l'objet de réunions de travail. Nous continuons le travail. Le travail avec le Conseil stratégique est un travail de longue haleine. C'est un travail permanent d'échange et d'ouverture sur les propositions que ces responsables de la vie civile à Monaco peuvent faire. Les 5 propositions retenues directement et immédiatement par le gouvernement sont les suivantes. D'abord, l'amélioration de l'accueil global en principauté, le renforcement de l'attractivité du port Hercule, la poursuite de relations plus transparentes et plus directes avec les usagers, la poursuite de la mise en place d'une e-administration et enfin l'amélioration de la communication auprès de la population. Le plan d'accueil, d'abord, le gouvernement, sur la proposition du Conseil stratégique, a décidé que 2012 serait l'année de l'accueil et que nous allions nous mobiliser pour élaborer avec le Conseil stratégique pour l'attractivité, mais aussi avec le Comité pour la modernisation de l'administration, un plan global d'accueil pour la principauté. Le travail a déjà commencé. Il est coordonné par l'ambassadeur Henri Fissor, qui travaille auprès de moi, et il va lister un certain nombre d'initiatives que nous prendrons dans l'année 2012. Et dès que cette liste sera établie,
peut-être à la prochaine conférence de presse, je reviendrai vers vous pour vous expliquer en détail en quoi consiste ce plan global d'accueil en principauté. Deuxième proposition retenue, renforcer l'attractivité du port Hercule. Le Conseil stratégique a été tout à fait unanime pour inciter le gouvernement à prendre à bras-le-corps la situation du port Hercule. Comme 2013 verra l'ouverture du nouveau Yacht Club, nous allons consacrer en priorité nos actions en 2013 sur l'aménagement du port Hercule. Nous allons finaliser les aménagements actuels, réfléchir surtout aux possibilités offertes par le nouveau Yacht Club, qui sera, vous le savez, un bâtiment avec une signature internationale du plus haut niveau, qui sera un bâtiment exceptionnel dans le monde. Et donc, à partir de ce nouvel instrument d'attractivité, nous allons réfléchir aux possibilités accrues de faire venir des bateaux et de faire des activités autour de ce Yacht Club. Enfin, le Conseil stratégique a aussi souhaité, et le gouvernement a été d'accord, réfléchir sur la nature des manifestations organisées autour du port. C'est un sujet compliqué sur lequel, je pense, la réflexion du Conseil stratégique sera importante. Donc, le gouvernement retient, si vous voulez, cette proposition que le port Hercule doit être un lieu attractif, un lieu cohérent, un lieu d'excellence, cohérent, conforme à l'image que nous souhaitons donner de la principauté. Troisième point et quatrième point, ce sont des points sur lesquels le travail est déjà entamé, mais avec les recommandations du Conseil stratégique, nous allons aller plus loin encore, réduire les délais administratifs et simplifier les démarches. Vous savez qu'un gros effort a déjà été fait s'agissant de la création d'entreprises. Nous allons maintenant nous attaquer à la procédure d'installation en principauté, tout en maintenant évidemment un haut niveau de contrôle des personnes qui souhaitent s'installer en principauté. Nous allons essayer de faciliter les démarches et de réduire les délais pour faciliter donc et rendre plus facile l'installation en principauté. De même, nous allons poursuivre la mise en place d'une E-administration. Tous les membres du Conseil stratégique ont insisté sur l'importance, notamment vis-à-vis des nouveaux résidents qui arrivent, que nous ayons la possibilité d'effectuer toutes les démarches administratives par Internet. Évidemment, la procédure papier ne sera pas supprimée, ne serait-ce que pour les personnes qui n'ont pas Internet. Mais ceux qui utilisent Internet pourront, dans un délai que j'espère le plus court possible, effectuer toutes leurs démarches. Et donc le rythme de basculement sur Internet des formulaires administratifs et des démarches est un rythme que nous allons accélérer. Enfin, le CSA a recommandé au gouvernement d'améliorer la communication auprès de la population locale. C'est un sujet important et nous avons donc décidé de lancer un magazine que vous avez dans vos dossiers qui s'appelle .mc et qui est un supplément magazine du JDA, du Journal de l'Administration. L'origine de cette démarche, elle est dans la proposition du CSA, elle est aussi dans une initiative que nous avions prise l'an dernier. Le JDA avait consacré un numéro spécial au mariage du souverain. Et nous avions, dans ce numéro, présenté les préparatifs du mariage, le déroulement du mariage, avec beaucoup de photos et d'informations. Et ce supplément du magazine du JDA l'année dernière a été offert à l'ensemble de la population monégasque et résident. Et nous avons eu beaucoup de retours positifs de personnes qui nous remerciaient et qui disaient « mais pourquoi nous n'avons pas accès au JDA ?»
Alors, comme le JDA est réservé aux fonctionnaires et aux membres et aux agents de l'État, nous avons eu cette idée de faire un magazine lié au JDA, et c'est le magazine que vous avez, qui passe à l'antenne, le magazine .mc. Donc ce magazine est destiné à toute la population, les monégasques, les résidents, les salariés, les employeurs. Il se présente sous la forme d'un magazine papier un peu orienté news, et il est cohérent, évidemment, avec la parole du gouvernement et les autres supports de la parole du gouvernement, que sont le site internet Monaco Channel et le tweet, et bien sûr Monaco Info. Ce magazine paraîtra 3 fois par an, avec 36 pages d'informations publiées en français et en anglais. C'est une première. Pour la première fois, le gouvernement communique en bilingue, et pour couvrir et pour intéresser la plus grande partie de la population résidente. Il y a des dossiers, des échos, des interviews. Le magazine parle de l'administration, de ceux qui la font fonctionner, et essaie d'être le plus proche de la population en répondant à un certain nombre de questions pratiques qui se posent aux résidents et aux monégasques. Voilà cette présentation. Le travail donc du CSA va se poursuivre. Nous avons encore une réunion prévue dans 15 jours. Le CSA est un instrument de prospective, de proposition, de débat, et autour de ce CSA, tous les acteurs de la principauté sont appelés à travailler. D'ailleurs, le CSA va mettre en place des groupes de travail ouverts à des non-membres du CSA, et ce lieu de débat est, je crois, très important comme force de proposition, comme force de réflexion prospective, mais aussi, je le dis, je le redis, comme un aiguillon pour le gouvernement. C'est aussi une manière pour le gouvernement de ne pas relâcher le rythme de la modernisation et du renforcement de l'attractivité de la principauté. Voilà sur ce premier point. Je vais passer la parole à M. Valéry qui va parler de quiétudiner. Merci, Monsieur le Ministre. Bonjour à toutes et à tous. La résidence Acquiétudiné, située en plein cœur du quartier de la Condamine, au-dessus du port Hercule, vous le savez, a accueilli ses premiers résidents au mois de juillet 2010, donc ça va bientôt faire 2 ans. On va fêter son 2e anniversaire dans environ un peu plus de 3 mois. En créant cet établissement, le gouvernement avait à cœur d'offrir aux personnes âgées valides ou peu dépendantes, de nationalité monégasque ou résidant en principauté depuis au moins 5 ans, la possibilité de bénéficier d'un hébergement semi-médicalisé en plein cœur de la ville, sans avoir donc à s'éloigner de leur famille ou de leurs proches, en restant au cœur de la cité. Quand on est valide, c'est important. De fait, un accent particulier a été mis sur l'accueil, sur le confort, sur la qualité hôtelière, et je crois que cette qualité de la résidence aujourd'hui, elle est vraiment reconnue par tous, par ses résidents et toutes les familles et tous les visiteurs. Et nous avons pu proposer aux pensionnaires un accueil personnalisé, un mobilier haut de gamme, un bâtiment, vous le savez, de grande qualité, des prestations aussi alimentaires, une restauration exceptionnelle. Je sais que, notamment lors des journées portes ouvertes, les journalistes que vous êtes ont pu découvrir cette gastronomie. Au moment de l'ouverture, le gouvernement avait acté le principe d'une ouverture partielle de l'établissement, afin de lui permettre de monter en charge de façon progressive et régulière. 53 chambres ont ainsi été mises à disposition sur le rez-de-chaussée, le 1er, le 2e et le 4e étage. Sur les 70 chambres en tout donc, que peut offrir la résidence, un étage n'a pas été ouvert. Donc nous avons ouvert environ 75% il y a à peu près 2 ans donc, du potentiel de cette résidence. Alors on nous a parfois reproché qu'elle n'ait pas été pleine dès le premier jour, mais que n'aurait-on pas entendu à juste titre si le jour de l'ouverture, on avait déjà des listes d'attente de résidents de la principauté qu'on avait pu accueillir. Cette résidence, elle n'est pas le fait du hasard. Elle vient s'intégrer dans une filière gériatrique complète avec le Cap Fleuri 1 et 2, avec le centre de coordination gérontologique qui évalue les degrés de dépendance et les aides que nous pouvons ensuite accorder sur le plan financier
et en personnel aux personnes âgées. Et bien sûr avec le futur centre de gérontologie clinique Régnier 3, qui sera l'élément central de cette filière gériatrique que le gouvernement, conformément à la volonté de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, est en train de construire en principauté. Vous savez que cette filière sera achevée donc en janvier prochain, en janvier 2013, avec ce centre, donc avec l'ouverture de ce centre Régnier 3. Ainsi, nous aurons un accueil exemplaire, quel que soit le niveau de dépendance, de l'ensemble des aînés de la principauté. Cette filière, nous l'avons conçue pour répondre aux besoins pour plusieurs dizaines d'années, bien sûr. Il était donc logique aussi que cette résidence Acquétudinet ne se remplisse pas tout de suite, mais sur un rythme progressif et régulier. Outre les longs séjours plus habituels que nous avions imaginés dès le départ pour Acquétudinet, nous avons souhaité, il y a quelques mois, qu'un certain nombre de personnes soient également accueillies pour des séjours programmés courts, notamment pour des convalescences, ou encore dans le cas de l'hospitalisation d'un conjoint, ce qui peut perturber considérablement l'autre conjoint qui se retrouve seul à la maison. Car cela correspondait, on s'en est aperçu, à un réel besoin qu'on n'imaginait peut-être pas effectivement à l'ouverture. De plus, pour optimiser l'occupation de cette résidence Acquétudinet, des efforts constants ont été mis en œuvre par l'équipe, bien sûr, de mon département, mais surtout par les équipes administratives de la filière gériatrique et particulièrement par la directrice adjointe de l'hôpital, du CHPG, donc qui est en charge de cette filière gériatrique, Madame Laure Santori et toute son équipe, dont je salue la grande compétence et la grande implication pour bien gérer justement Acquétudinet. Ces équipes ont mis en place des actions de communication à destination aussi bien de vous, bien sûr, de la presse, que du grand public. C'est ainsi qu'un événement par mois est mis en place depuis le début de l'année. Et en particulier, en fin d'année dernière, c'était le 10 novembre 2011, une journée porte ouverte a été organisée, au cours de laquelle plus de 60 personnes âgées de la principauté ont eu l'opportunité de découvrir, de visiter la résidence et de rencontrer aussi bien les pensionnaires que le personnel administratif et soignant, ou encore tous les partenaires qui interviennent régulièrement à la résidence. Je pense à la Croix-Rouge monégasque, à l'Académie de musique, à l'école de la Condamine, à l'Ordre de Malte. Vous savez qu'on fait venir notamment, et ça c'est un lien intergénérationnel formidable quand on peut y avoir le plaisir d'y assister, des enfants donc des écoles de la Condamine et de l'Académie de musique qui viennent pour les uns faire des concerts, pour les autres discourir, discuter de sujets avec les aînés donc pensionnaires. Des informations ont également été régulièrement dispensées par les fonctionnaires et agents de l'Office de protection sociale sur les modalités d'admission et de prise en charge financière. En effet, on entendait également parfois cette critique qui n'est pas fondée, et je vais vous le démontrer, que cette résidence était chère et qu'elle n'était donc pas forcément accessible à tous les résidents. Donc nous avons voulu combattre cette idée préconçue, fausse. Ainsi, donc les responsables de l'Office de protection sociale, comme nous leur avons demandé, ont expliqué tous les systèmes de soutien, d'aide sociale qui sont accessibles à tous les résidents de la principauté qui vont un jour être admis si c'est dans cette résidence. Et en fait, je peux vous l'affirmer, personne n'est exclu pour des raisons financières. En effet, il y a des soutiens de l'Office de protection sociale qui sont proportionnels aux revenus du foyer de la personne qui est hébergée. Donc pour être clair, chacun paie selon ses moyens. Et aujourd'hui, plus d'un tiers des résidents sont soutenus donc, par des aides sociales de l'Office de protection sociale. Donc je crois que ceci aussi a contribué à casser ces barrières. Et aujourd'hui, donc, nous sommes en forte progression dans l'occupation de cette résidence. Un mot encore sur les tarifs, donc qui s'échelonnent selon les chambres, selon l'étage, selon la dimension, d'environ 120 € par jour jusqu'à 220 €, mais pour 3 chambres seulement, qui sont les plus grandes, les plus spacieuses et qui ont des terrasses considérables au dernier étage. Donc 120 € est un prix de plusieurs dizaines de chambres par jour. Nous avons comparé ces tarifs. Eh bien écoutez, si vous prenez des maisons de retraite françaises de même niveau de qualité, bien sûr, avec le même nombre de personnel qui est très important pour assurer la qualité de la prise en charge, la même qualité de bâtiment, d'hôtellerie, de restauration, d'animation, je vous l'affirme, nous sommes très au-dessous des prix des maisons de retraite comparables de même qualité dans les autres pays. Il faut d'ailleurs, s'il fallait encore un élément pour le prouver, vous dire
que les frais payés, la participation aux frais payés par les résidents, y compris avec les aides sociales, ne couvre pas les frais réels. En effet, cette année, un budget de 150 000 € a été voté pour justement combler la différence entre le coût réel et les sommes encaissées, donc les pensions payées par les résidents. Voilà, donc c'est vrai qu'on fait de la grande qualité pour nos aînés, mais ça a un prix, hein, il faut le savoir. Toutes ces actions ont eu un impact évidemment sur le taux d'occupation, hein, et particulièrement positif, puisque donc aujourd'hui nous sommes à près de 50 résidents, exactement à 48 résidents. Or, à partir de 53, nous serons pleins sur les 4 étages actuellement ouverts. Et nous allons donc être amenés dans les prochaines semaines à ouvrir le dernier étage qui n'est pas ouvert, qui se trouve être le 3e, donc l'avant-dernier étage. Donc si nous ne le faisions pas, donc d'après les prévisions de montée en charge d'occupation, à partir du mois de juin, il y aurait des listes d'attente à la résidence Acquietudiné. Voilà. Donc comme le gouvernement va essayer évidemment, va éviter cela, nous allons ouvrir très certainement au 1er juin, la décision technique n'est pas tout à fait prise, mais en tout cas dans les prochaines semaines, nous ouvrirons cet étage de manière à assurer la prise en charge des nouvelles demandes qui vont arriver. Je crois que ces résultats sont très encourageants. Ils confirment que le positionnement de cette structure, tant en termes de prestations, de tarifs, de qualité de prise en charge, était bien le bon. Nous aurons donc 70 lits ouverts, hein, la totalité, dans les prochaines semaines. Voilà. Je crois que ces résultats sont la meilleure réponse à ceux qui, à un moment, ont pu avoir des doutes légitimes, hein, sur le positionnement de la résidence. Ils peuvent être tous aujourd'hui rassurés par le succès de ces chiffres. Je dirais que nous avions besoin, en principauté, de ce type de résidence. Et pour avoir été à l'écoute de nombreuses demandes sur le terrain les années précédant son ouverture, je crois qu'il fallait aussi, pour les personnes valides et légèrement dépendantes, effectivement, offrir le choix de pouvoir demeurer en principauté. Un dernier mot, parce que aujourd'hui, on est peut-être un peu victime du succès de cette résidence. Il y a des familles qui se tournent vers nous pour nous demander d'accueillir des personnes malheureusement dépendantes, qui n'ont pas la validité nécessaire pour entrer dans les GIR que nous voulons accueillir. Alors je le dis clairement, nous ne pouvons pas le faire et nous ne le ferons pas, car dans cette filière gériatrique complète dont je vous ai dit quelques mots, il faut qu'il y ait une cohérence. Il faut que, pour des raisons évidentes de gestion, ne serait-ce que de frais, des équipes, nous ne pouvons pas tout surmédicaliser. Donc, je le dis à ceux qui attendent avec impatience peut-être de pouvoir avoir leur aîné en principauté. En janvier 2013, le bon accueil pour des malades dépendants sur le sol monégasque, ça sera le centre de gérontologie clinique Régnier 3. Et nous allons en même temps rénover considérablement, vous le savez, le Cap Fleury 1 et 2, puisque dès le transfert donc, de tous les personnels, nous allons aussi faire ce qui est très attendu par la population de ce pays, c'est mettre notamment le Cap 2 au niveau le meilleur de modernité, de qualité et de confort que nous voulons offrir à tous nos aînés, comme nous le demande le Prince souverain. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Monsieur Piccinini, sur le budget. Merci, Monsieur le Ministre. Bonjour, et mesdames et messieurs. Je pense que vous avez dans votre dossier de presse, vous avez déjà la fiche qui résume les résultats estimés, les estimations concernant la clôture 2011. Comparé à la fois à la clôture 2010 et au primitif 2011 et au rectificatif 2011, il y a beaucoup de chiffres, ne sont pas faciles à distiller. Je dirais que j'attirerai votre attention surtout sur la progression des recettes qui a été de l'ordre, je cite, de 6,5%, tandis que les dépenses n'ont progressé que de 2,8. Donc, quand les recettes progressent beaucoup plus vite que les dépenses, les choses sont plus ou moins sous contrôle.
Mais après, s'il y a des questions plus spécifiques, mais je ne voudrais pas vous infliger ici toute une série, toute une quantité de chiffres et d'éléments qui sont quand même détaillés dans la fiche et qui sont aussi explicités dans les graphiques, dans les chartes qui vous est également remis. Quelle conclusion peut-on tirer? C'est que quelque chose malheur est bon, dans le sens que quand, à peu près à cette époque de l'année dernière, on a compris, on a eu les premières indications, les premières alertes des services fiscaux qui nous disaient que les comptes de partage auraient connu un trou d'air important, un trou d'air qui finalement était de 40 millions par rapport au primitif 2010 qui avait été construit sur des hypothèses peut-être un peu optimistes. C'est vrai que le dernier trimestre 2010 avait été assez bon, donc ça avait peut-être incité cet optimisme. Et de 15 millions par rapport au réalisé de l'année précédente 2010, quand on a vu qu'il y avait ce trou d'air important, ça nous a obligés, le ministre d'État, les collègues du gouvernement et toute l'administration à prendre conscience rapidement de cette situation et à se doter des instruments afin qu'une volonté de redressement rapide puisse être mise en place. Et dans la foulée, quelque part, on a dit également, bon, puisque nous devons absolument remettre les choses en ordre pour 2011, enclenchons déjà une vision triennale 2012, 13 et 14. Entre-temps, on était en pleine crise de la zone euro, etc. Et donc, on dit enclenchons un processus virtueux sur les années suivantes, et donc avec l'objectif, bien sûr, comme on l'a déjà maintes fois répété, d'un retour à l'équilibre structurel dès 2012, et ensuite consolider ça en 2013-2014 avec pour objectif un retour au surplus budgétaire. Je vous rappelle que les fonds de réserve de l'État ne viennent pas de fonds marins, de l'huile, du pétrole, de l'or, mais il vient des excédents budgétaires qui ont été, avec beaucoup de diligence, accumulés pendant plus de 50 ans. Et, en synthèse, je pense que on peut dire que le déficit global, effectivement, passe de 78, je crois, en 2010, clôture 2010, à une cinquantaine de millions, 52, on peut dire. Il manque encore quelques jours, vous savez qu'il y a une période complémentaire. La période complémentaire, c'est les premiers trimestres de chaque année. Peut-être ça va être réduit un petit peu à l'avenir. Et cette période complémentaire permet de comptabiliser des dépenses qui sont déjà engagées dans l'année précédente. Donc, on a encore quelques jours, effectivement, où ces montants pourraient évoluer, mais de manière marginale. Donc, à 51, 52 millions de déficit contre 78 en 2010. 78 quand même, où il y avait un élément important, c'était une reprise de l'ordre de 27-28 millions d'un terrain, fonds de terrain dit Athéna, opération Athéna, qui a été racheté par les budgets au fonds de réserve, donc c'était un peu une opération en famille, si j'ose dire. Donc on peut dire que les vrais déficits budgétaires structurels est resté stable entre 2010 et 2011, malgré, je répète, les changements significatifs de flux de TVA entre France et Monaco qui ont engendré ces trous d'air qui étaient difficiles de prévoir en 2000, que mes prédécesseurs ne pouvaient pas évidemment anticiper en 2010 quand ils ont établi les bilans primitifs pour l'année 2011. C'est pas s'il y a quelques questions plus particulières, sinon je crois que vous avez tous les chiffres. Là, j'ai pu ajouter peut-être en anticipant une question, quelqu'un pourrait poser comment se portent les premiers trimestres de cette année. Et je dirais que pour le moment, janvier-février respecte, je dirais avec une marge de sécurité, les prévisions budgétaires qui ont été établies pour l'année 2012. Mars, encore, il manque quelques jours. Je pourrais dire que globalement, les premiers trimestres est en ligne avec les prévisions budgétaires, au moins en matière de recettes pour l'année 2012, avec cependant une petite marge de sécurité que nous entendons bien sûr conserver pour assurer les résultats budgétaires que nous nous sommes donnés. On
il faut aussi dire qu'un trimestre, c'est qu'un trimestre, et dans les situations très incertaines et volatiles de l'économie internationale, y compris notamment de la région dans laquelle nous sommes quand même particulièrement présents, qui est la région Europe, la zone euro, évidemment, un premier trimestre ne veut pas dire grand-chose, mais bon, on est parti plutôt avec des bons côtés, mais c'est bien sûr des résultats qui restent à confirmer, et également, il doit être conforté par une discipline sur les dépenses qui, comme le ministre d'État l'a rappelé dernièrement avec une note envoyée à tous les services, demeure un élément fondamental pour la consolidation budgétaire de notre pays. Monsieur le ministre, chers dames et messieurs, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut s'arrêter là, et sinon, à tout à l'heure peut-être. Merci de votre attention. Merci, Marco. Donc, si vous voulez, nous pouvons partager des questions. Vous pouvez poser des questions et le gouvernement peut essayer d'y répondre. Bon, je le redis peut-être en écho avec la fin de l'intervention de M. Piccinini. Aujourd'hui, en Europe de l'Ouest et dans la zone euro, un pays qui n'a pas de dette, qui a un fonds de réserve et qui est à l'équilibre budgétaire est un pays attractif. C'est tout simple et c'est ce qu'il faut retenir. Et donc le retour à l'équilibre budgétaire est vraiment une priorité pour assurer la pérennité du modèle, de notre modèle économique et social. Oui, bonjour, Monsieur le ministre d'État. Tout d'abord, je voulais me féliciter avec vous en tant que nouveau directeur de la publication. Voilà, on est collègues d'un côté. Permettez-moi d'être un peu ironique. J'espère que ça ne veut pas dire que la presse locale n'était pas jugée suffisante sur Monaco. S'il avait besoin de notre support sur Monaco. Bon, blague à part, une petite question à vous, à M. Piccinini. Là, on vient d'entendre que peut-être, on l'espère bien sûr, on aura peut-être en avance à la fin de l'exercice courant. Alors, la question est assez simple. Qu'est-ce que pensez-vous, comment pensez-vous d'employer cette avance? Dans quel secteur? Mais la réponse est contenue dans mes précédents propos. L'objectif est de réduire le déséquilibre budgétaire. Et donc, si nous avons de l'avance, ça veut dire que le déséquilibre budgétaire sera plus facilement diminué en fin d'année. Je vous rappelle que dans le budget prévisionnel, nous avons 57 millions de déficit, 17 de programmes divers d'investissement et 40 de provisions pour l'hôpital. Et si nous avons une avance à la fin de l'année, ça réduira d'autant le déficit et ça rendra plus facile l'exercice. C'est pourquoi les résultats satisfaisants du premier trimestre 2012 doivent nous donner confiance dans la capacité de Monaco à aller vers un équilibre budgétaire. D'investissement supplémentaire, les cas où, hein, si j'ai bien compris. Non, mais la technique budgétaire, c'est que si vous avez davantage de recettes, vous réduisez davantage votre déficit. Puisque aujourd'hui, nous sommes en déséquilibre, vous le savez, depuis plusieurs années, nous dépensons plus que nos recettes. Et nous dépensons plus que nos recettes, en partie parce que le fonds de réserve rapporte moins. Aujourd'hui, il rapporte un petit peu depuis le début de l'année, mais ça n'a rien à voir avec les périodes où il rapportait. Et l'intérêt du fonds de réserve placé couvrait le déficit pendant de nombreuses années. Et ce système s'est détraqué avec la crise. D'abord avec la crise de 2008, puis par la suite. Et donc aujourd'hui, le déficit budgétaire, il diminue de manière nette et brutale et directe le fonds de réserve. Et pas les intérêts du fonds de réserve, mais le fonds de réserve. Donc c'est comme si vous voulez, vous prenez sur votre livret de caisse d'épargne chaque mois pour terminer votre mois.
Et donc cette situation, si chez vous, elle ne peut pas durer éternellement, pour un État, c'est pareil. Ou alors, il faut faire, évidemment, rentrer dans la spirale dans laquelle sont rentrés la plupart des pays, c'est-à-dire s'endetter. C'est-à-dire, si on prend l'exemple avec un consommateur, c'est un crédit à la consommation qu'on va prendre pour changer sa voiture plus vite, changer ses rideaux, changer ses volets et boucler ses fins de mois. Mais vous savez très bien que le prêt à la consommation, il débouche sur le surendettement. Et donc, c'est tout simple. Hein. C'est pas, il ne faut pas être agrégé d'économie pour comprendre ça. Hein. Il faut dépenser ce qu'on gagne, et pas plus. Merci. Et évidemment, le magazine, pour rebondir sur votre première remarque pleine d'humour, le magazine a une autre vocation que les magazines importants et très lus qui sont offerts à la population dans la principauté. Le magazine .mc a surtout une volonté pratique et une volonté de faire connaître l'action du gouvernement et de répondre à des questions que se posent les résidents ou les monégasques. Voilà. Dernière question, après je passe la parole. Par rapport à la création d'entreprises en ligne, vous avez un timing, quand sera-t-il possible de faire toutes les démarches directement en ligne selon vos prévisions? Il y a un planning qui est fait, ça dépend de la direction qui est sous la responsabilité de Madame Sosso. Il y a un planning sur l'année 2013 avec un certain nombre de démarches. Par exemple, l'échange d'appartements est aujourd'hui en ligne et puis nous allons continuer. C'est un peu plus long qu'on ne peut le penser parce que la mise en ligne d'une procédure suppose a priori, d'abord, qu'on revoie la procédure. Donc c'est aussi un instrument de modernisation de l'administration. Pour mettre en ligne sur le site internet une procédure, il faut la revoir. Et notre démarche ici n'est pas de faire appel à des experts extérieurs pour relire nos procédures et les simplifier. C'est chaque service administratif qui doit prendre ces démarches, les démarches dont elle a la responsabilité, pour les simplifier et les faire en sorte qu'elles puissent être utilisées. Donc ça prendra un peu de temps et il faut, je crois, compter peut-être 2 ans pour que l'ensemble des procédures soient en ligne. Hein. Bon, mais je vous explique pourquoi c'est long. C'est parce que c'est un travail interne à chaque service et qui a beaucoup de vertus de modernisation. Monsieur le ministre, bonjour. Peut-être une question pour Stéphane Valéry à propos des retraites. Je sais que vous avez eu 3 réunions de concertation avec les partenaires sociaux. Est-ce qu'ils parviennent à s'écouter, à s'entendre? Et comment agissez-vous pour que dans les prochaines semaines, vous puissiez réellement proposer, faire un projet de loi et avancer sur ce dossier? Je vais laisser la parole à Stéphane Valéry. Le processus, simplement peut-être une courte introduction, le processus de concertation avec les partenaires sociaux a été long. Il y a eu 6 réunions, et nous sommes maintenant à la période des choix, des décisions du gouvernement et d'une traduction de ces décisions dans un projet de loi qui sera déposé dans le courant du mois d'avril ou mai au Conseil national pour un vote que j'espère pourra intervenir en septembre. Stéphane, vous complétez. Alors, est-ce qu'ils se parlent, les partenaires sociaux? Oui, et nous y veillons. Donc, 6 réunions de concertation depuis décembre. Donc, près de 4 mois de travail tous ensemble sur cet important sujet pour la principauté. Assurer dans les prochaines décennies le paiement des retraites futures. Le gouvernement, évidemment, ne s'est pas lancé dans cette réflexion par plaisir. Il le fait parce que les réalités sont là, toutes les études d'actuaires le démontrent, les seuils d'alerte sont franchis, les résultats sont là aussi, parce qu'autant on peut contester des études d'actuaires, autant les résultats s'imposent à nous. 3 années de déficit déjà du régime principal, c'était d'ailleurs un des seuils d'alerte. Donc nous avons laissé le temps au temps, là encore, contrairement à ce que je peux entendre parfois, 10 années de débat au moins sur ce sujet en principauté, des seuils d'alerte franchis depuis 18 mois,
une concertation qui en est à sa 6e réunion depuis 4 mois. Je pense qu'effectivement, le gouvernement a procédé avec beaucoup de prudence, d'écoute, de concertation. Il a laissé le temps au temps. Pour autant, laisser le temps au temps et procéder à la concertation, ce n'est pas ne pas prendre ses responsabilités et ne pas agir. Il est évident que si nous attendions un accord sur un sujet comme celui-là de la Fédération patronale et de l'Union des syndicats, ben je vous le dis clairement, il n'y aurait jamais de mesures de protection du régime. Et donc d'ici 2030, toutes les études le démontrent, nous serions en faillite. C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de fonds de réserve et nous aurions environ, d'ici 20 ans à peu près, donc 450 millions de dépenses et un peu moins de 300 millions de recettes. Donc d'un coup, il n'y a plus de fonds de réserve, vous avez un tiers de dépenses supplémentaires à vos recettes, ben vous diminuez les pensions d'un tiers. Alors inutile de vous dire que ce gouvernement n'a pas l'intention de regarder cela arriver en se disant après tout, un jour les successeurs y feront face. Donc on va prendre nos responsabilités, le ministre d'État l'a dit. Alors oui, les partenaires se parlent, j'y veille, ils s'écoutent, j'y veille, mais ils sont très 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 opposés. La fédération patronale nous demande de faire donc supporter l'effort nécessaire pour assurer l'avenir de ce régime à un tiers par les retraités, un tiers par les salariés, un tiers par les patrons. L'Union des syndicats nous demande 0% pour les retraités, 0% pour les salariés, 100% pour les patrons. Donc le gouvernement, lui, il est arrivé. Alors là aussi, j'entends parfois, mais vous êtes arrivé, vous saviez déjà ce que vous vouliez. Mais pas du tout, pas du tout. Oui, le gouvernement assume des choix de société et des choix politiques. Ça, c'est son rôle, heureusement. Imaginez que le gouvernement soit rentré en discussion sans savoir, en disant on va laisser les actuaires et les techniciens et les financiers décider des mesures de protection. Il ne jouerait pas son rôle. Donc le gouvernement est arrivé avec des convictions. La conviction qu'il faut à Monaco une société solidaire. Et une société solidaire, ça passe par assurer l'avenir d'un régime de retraite par répartition. Parce que quoi qu'on puisse dire, c'est le régime le plus juste, c'est le régime le meilleur et c'est le régime le plus solidaire. Tout autre régime de retraite, notamment la capitalisation, c'est l'individualisme et c'est chacun selon ses moyens. C'est donc des retraites très inégales pour les salariés. Nous ne le voulons pas. Oui, nous assumons, nous sommes rentrés en discussion avec cette conviction. Nous sommes rentrés aussi en discussion avec des choix politiques, parce que c'est notre rôle. Et ce choix politique, c'est que nous voulons un effort partagé, selon les fondements du régime même d'ailleurs. C'est comme ça qu'on a créé le régime à Monaco de retraite par répartition entre les salariés et les patrons. Voilà, ça c'est un choix politique et nous l'assumons. Tout le reste, ce sont ces 6 réunions de concertation, ce sont les études d'actuaires que nous avons demandées à la direction des caisses sociales qui s'est appuyée sur le cabinet SPAC. Toutes les mesures techniques qui seront présentées dans le projet de loi dans les prochaines semaines sont le fruit de cette concertation, sont le fruit de ces études, de ces simulations, parce que ce que nous voulons, et j'en ai terminé, pour le moment, parce que nous allons bien sûr reparler longuement de ce sujet dans les prochaines semaines lors du dépôt du projet de loi au Conseil national, où on rencontrera les partenaires sociaux pour expliquer les choix, les élus du Conseil national et bien sûr vous-même pour vous expliquer en détail les mesures de protection du régime. Ce que je peux vous dire, c'est que ces mesures, elles assureront avec efficacité sur le long terme la pérennité du régime. Ça, nous le voulions, au moins pour les 40 prochaines années. Et elles seront fondées sur les principes de solidarité et les principes d'équité entre les salariés et les patrons et les employeurs que je viens d'exposer. Voilà. Pour le reste, effectivement, ça c'est grâce aux simulations. Certaines ont encore été réalisées vendredi, vous voyez, comme on savait déjà en décembre ce qu'on voulait faire. Donc des simulations ont encore été présentées aux partenaires sociaux ce vendredi dernier. Donc tout le reste, la technique de ces mesures a été effectivement le fruit de cette concertation. Voilà la réalité de ce qui s'est passé depuis décembre. Monsieur le ministre, vous avez parlé de l'attractivité du port Hercule. Dans un projet ancien, on avait fait la Darse Sud, on avait agrandi la Darse Sud de la Rascasse à la piscine. Est-ce qu'avec le nouveau Yacht Club, on va agrandir la Darse Nord ?
Les travaux à la Darse Nord sont prévus. Pour l'instant, ils ne sont pas datés, mais ils sont prévus. Ils sont nécessaires en partie d'ailleurs pour délocaliser un certain nombre d'activités, pour permettre la rénovation du centre commercial de Fontvieille. Et puis, ils sont aussi nécessaires à terme pour les exigences de la piste du Grand Prix. Donc, c'est prévu, mais aujourd'hui, pas budgété, c'est-à-dire on ne sait pas encore aujourd'hui à quel moment les travaux d'aménagement de la Darse Nord seront réalisés. Et donc, je ne peux pas vous dire aujourd'hui s'ils rentreront dans les travaux que nous ferons sur le port Hercule en 2013. En revanche, tous les autres aménagements du port, la mise en valeur du port, une meilleure propreté, une meilleure organisation des choses, tout ça sera réalisé en 2013, en même temps que le nouveau Yacht Club sera livré. Il sera livré dans le dernier trimestre, je pense, 2013, le temps ensuite que le Yacht Club s'installe, organise ses activités dans ce bâtiment important. Et il faut imaginer que le nouveau Yacht Club ouvrira réellement au printemps 2014. Vous monopoliser le micro. Est-ce que vous avez avancé sur le projet de rénovation du centre commercial de Fontvieille, justement ? Nous avançons. Il faut reloger un certain nombre de choses qui sont aujourd'hui dans le centre commercial ou à côté du centre commercial. Donc, comme vous le savez, la salle du canton devrait aller normalement à l'îlot Pasteur, c'est-à-dire dans le socle ou à côté dans le socle du collège ou à côté du collège. Enfin là, la salle du canton ira à cet endroit, de même que la médiathèque. Donc là, en ce moment, nous sommes en discussion technique avec la mairie pour voir comment le projet de médiathèque peut se concrétiser dans l'espace réservé dans ce bloc sous le collège qui sera du côté ouest, l'immeuble de bureaux et l'hôtel qui seront du côté est. Donc voilà, les discussions techniques sont en cours. Pour la collection particulière de Son Altesse Sérénissime, la collection de voitures, qui doit, je crois, aller justement dans la Darse Nord, nous cherchons un lieu transitoire pour pouvoir déménager cette collection, maintenir l'accès au public de la collection, et tout en opérant assez rapidement, parce que il est important d'entrer rapidement dans les travaux de rénovation du centre commercial de Fontvieille. Sur les travaux eux-mêmes de rénovation, la réflexion est en cours au sein du gouvernement. Elle est soumise préalablement à la discussion que nous devrons avoir avec le Conseil national sur les partenariats privés-publics. Donc cette réflexion avec le Conseil national devrait intervenir fin avril, d'ici un mois à peu près. Et puis ensuite, je pense que nous tiendrons une réunion sur les perspectives et les modalités et les méthodes utilisées pour rénover le centre commercial de Fontvieille. L'idéal serait qu'à la fin de l'année civile en cours, donc à la fin 2012, le gouvernement puisse donner le feu vert pour l'opération Pasteur, qui déclenche elle-même, si vous voulez, les opérations de rénovation. Bonjour, et pour Bonjour. le Sporting d'hiver, est-ce que le bâtiment, vous allez le détruire, vous allez aller en avant avec des travaux nouveaux? Mais sur le Sporting d'hiver, la Société des Bains de Mer a proposé un projet qui est à la fois un projet d'urbanisme, puisque c'est le projet de reconfigurer ce quartier, un projet économique
un projet donc pour permettre au commerce de ce carré d'or de Monaco qui est au centre de l'attention d'un très nombreux public, de retrouver l'excellence qui est nécessaire. Dans combien de temps? Et puis un projet culturel, puisque le musée de Monaco aura une annexe et une galerie. Dans combien de temps? Eh bien, il faut commencer. Il faut d'abord que la SBM construise des pavillons provisoires dans les allées du jardin des Boulingrins pour reloger les commerces qui sont actuellement rue des Beaux-Arts et dans la galerie du Sporting d'hiver. Donc ça va prendre dans les pierres 1 an à peu près. Et puis ensuite, 2014 devrait voir les travaux commencer de démolition du Sporting d'hiver. Ce qui est prévu, c'était 2018. La volonté de la SBM encouragée par le gouvernement et d'aller le plus vite possible, évidemment, puisque la période de travaux va être une période un peu difficile, même si les boutiques seront relogées dans des conditions excellentes. Mais enfin, tant que ça sera en travaux, ça sera évidemment moins attractif. Donc nous souhaitons qu'on aille le plus vite possible, mais il y a plus de 2 ans de travaux, une fois qu'on commence à démolir le bâtiment pour construire le nouveau. Et oui, c'est ça. Et on peut pas. C'est comme le nouvel hôpital, si vous voulez. On peut pas réduire les délais. Il y a des délais d'études, il y a les délais d'appel d'offres, il y a les délais de réalisation technique. Et c'est jamais très facile à Monaco de réaliser techniquement. Donc, il y a des délais qui sont malheureusement incompressibles, même si la volonté de la Société des bains de mer est d'aller le plus vite possible. Alors le musée des maquettes, le musée des timbres devrait rester, oui, lui, et le musée des maquettes, le musée naval, les réflexions sont en cours pour trouver une autre localisation. Eh bien, merci infiniment de la fidélité de votre présence et je vous propose de partager un petit rafraîchissement et donc nous nous retrouverons dans 1 mois si vous voulez bien. Merci beaucoup. C'est ainsi que se referme ce direct sur Monaco Info. Vous pourrez retrouver un reportage sur les principaux thèmes abordés lors de cette conférence dès mardi 19h et à suivre le lendemain, mercredi, après le journal de 19h, un magazine concernant bien sûr cette conférence de gouvernement. Conférence qui sera rediffusée en intégralité mardi à 22h30 et mercredi 10h30. Je vous laisse à présent avec la suite de vos programmes sur Monaco Info. À très bientôt. Au revoir.